Alors après, ces deux premiers exposés qui nous ont présenté principalement la chimie, les méthodes d'analytique et on va le cours, on va aborder une question un peu sensible, hein, c'est la question de l'impact sur l'environnement. Pascal Baudin, pardon, est maître de conférence à l'Université de Toulouse. Il a été formé tout près d'ici, puisqu'il a fait de la génétique à Jussieu. C'est ça, ouais. Vous êtes chercheur à l'INSERM, spécialiste des problèmes d'impact des facteurs environnementaux, le cancer, et vous faites à peu près une vingtaine d'interventions sur l'IPAS. Enfin, sur les polluants en général. Merci de. Merci de votre invitation. Donc oui, donc un petit focus sur les effets des PFAS sur la santé, hein, parce que c'est quand même un des sujets d'inquiétude. Hein. Pourquoi on s'inquiète de ces PFAS, et hormis le fait qu'on les trouve partout, l'impact sur la santé et donc les données toxicologiques sont quand même assez importantes à prendre en compte si des fois on devait choisir des molécules prioritaires parmi ces PFAS, donc choisir les plus toxiques. Comme ça a été présenté tout à l'heure, moi j'ai fait un petit sondage en regardant pas Scopus mais PubMed, hein, c'est une autre base de données de la littérature scientifique que nous on utilise beaucoup, les biologistes, mais aussi dans d'autres secteurs scientifiques. Donc lorsqu'on l'interroge sur PFAS et santé, donc voilà, il recense à peu près 2000 références bibliographiques. Et si on regarde ici la quantité de références bibliographiques en fonction du temps, bon, on voit hein, que comme c'était présenté tout à l'heure avec Scopus, hein, à partir voilà, de 2016, on a une croissance exponentielle du nombre de publications annuelles sur ces aspects PFAS et santé. En 2025, on est à 162, hein, bon, il y a encore 3 trimestres à voir, donc on va sûrement dépasser les 600 publications. Donc c'est un vrai... donc les scientifiques hein, prennent en charge, prennent en main cette problématique. Après, c'est long, hein, la science, c'est long. Donc, mais quand même, on a quand même quelques données sur ces impacts des PFAS sur la santé. Alors, pour qu'un produit exprime sa toxicité, il faut voir comment il se distribue dans le corps, s'il se distribue dans le corps, et en amont, voir si on est exposé et comment on est exposé. Donc, en ce qui concerne les PFAS, il y a un peu comme beaucoup de produits, hein, 3 voies d'exposition possibles. Donc, soit par ingestion, donc ce qui est là, peut-être 80-85% de la voie d'exposition hein, pour tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous environne. Donc, soit par l'eau de boisson, ça a été noté tout à l'heure, mais aussi par la nourriture et aussi la nourriture soit directement par son process de fabrication, ou soit par transfert de ces PFAS de l'emballage vers l'alimentation. On peut aussi être exposé par contact, soit par les cosmétiques, hein, c'est que les PFAS font partie des ingrédients des cosmétiques, des aérosols, mais aussi des protections individuelles, hein, c'était évoqué tout à l'heure. Donc là, on est plutôt dans la sphère professionnelle. Et on peut être exposé aussi par inhalation, donc par voie pulmonaire, et donc un petit focus par rapport à ces PFAS. Voilà, quelles sont les sources par inhalation, des voies d'exposition des PFAS par inhalation. Donc, c'est assez varié, hein, mais si on regarde, c'est relatif plutôt à une exposition dans le cadre professionnel. Alors, sur ces aspects pulmonaires, hein, c'est la première voie hein, d'exposition. Est-ce que les PFAS ont un effet direct sur les poumons? Eh bien, si on regarde les organismes d'études réglementaires en toxicologie, eh bien, on voit qu'il y a des liens qui sont peu évidents entre exposition pulmonaire au PFAS et l'asthme chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est un peu différent. D'une part, il y a des études contradictoires qui sont rapportées sur des liens entre exposition PFAS pulmonaire et asthme allergie. Par contre, on a identifié des liens entre exposition pulmonaire au PFAS et infection du système respiratoire inférieur, c'est-à-dire les poumons, bronchies, bronchioles. Si on regarde le sexe des enfants, on regarde le sexe, mais si on a une répartition, on voit que ce sont des PFAS qui sont différents. C'est plutôt le PFOA chez les filles qui sont associés à ces infections et plutôt PFHPS, PIFO chez les garçons.
Dans le cadre professionnel, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur d'expositions professionnelles. Eh bien, on voit chez les professionnels qui sont en contact de PFOA ou de populations qui résident à proximité de ces usines, eh bien, on a montré des liens assez forts entre exposition pulmonaire au PFAS et bronchite chronique ainsi qu'essoufflement. Par contre, on n'a pas vu, alors, suite à une exposition directe des poumons, pas de lien identifié entre exposition pulmonaire et cancer. Alors, je dis bien exposition pulmonaire. Alors, voilà, une fois qu'on connaît ces voies d'exposition, donc ce sont des voies d'entrée dans le corps humain de ces produits. Et ensuite, qu'est-ce que deviennent ces PFAS? Eh bien, le compartiment de l'organisme qui va être contaminé, c'est le sang, donc le système vasculaire, par les trois voies d'exposition. Par l'alimentation, bon, on sait que par la voie digestive, ça passe dans le sang. Il y a un premier passage dans le foie qui va jouer son rôle de détoxifiant et ensuite on va voir, ça va aller dans le sang. Mais aussi, on a un passage direct, soit par la peau, par les muqueuses ou les poumons, un passage direct dans le sang, sans passer par le foie. Donc, ce qui peut aussi poser problème d'un point de vue toxicologique. Qu'est-ce que l'on peut voir? Bon, bah, il y a un large consensus et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une contamination généralisée des PFAS et notamment le sang, le plasma. Donc le sang, c'est plusieurs choses, c'est les globules rouges et le plasma, c'est-à-dire c'est le liquide dans lequel baignent les globules rouges. Donc on peut mesurer du PFOA, PFOS, PFNA, PFDA, du PFHXS de l'ordre du nanogramme par ml, donc ce qui correspond à microgrammes par litre. Donc, si on met ces valeurs, on regarde de ce qu'on peut mesurer dans l'environnement, c'est pas négligeable. On peut même voir qu'il y a peut-être une concentration de ces polluants si on compare par rapport à l'environnement. Ces molécules PFAS dans le sang vont se fixer à des protéines qui sont présentes dans le sang. On a identifié des protéines. Donc, l'albumine, gamma-globuline, alpha-globuline, et ainsi de suite, transférine, des bêta-lipoprotéines. Donc, ce qui fait que une certaine affinité de ces PFAS vis-à-vis de ce compartiment sanguin. Et à partir de ce compartiment sanguin, eh bien, les PFAS vont se répartir dans la totalité de l'organisme. On sait que chez l'homme, il a été mesuré des PFAS dans le foie. Bon, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est le premier organe qui, vu sa fonction détoxifiant, il va accumuler ce type de polluants dans ces cellules. On voit aussi une forte concentration d'épiphases dans les reins. On a mesuré des PFAS dans le liquide céphalorachidien, donc c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière. Dans le lait maternel, j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le tissu adipeux, dans le tissu gras, on sait que, pas que les PFAS, mais les PFAS, comme beaucoup de polluants, se stockent bien dans les tissus graisseux. On a aussi identifié des PFAS dans le sperme. C'est quelque chose que nous, on voudrait voir aussi à Tours avec un collègue hospitalier. On a envoyé du sperme au Laberca pour mettre au point le dosage de PFAS et d'autres polluants comme les phtalates dans le sperme. Donc, c'est en cours de développement. Et en utilisant des modèles animaux, eh bien, on peut voir que les PFAS, on en trouve dans les poumons, dans la peau, tissus osseux, pancréas, rate, thymus, cœur, testicules, cerveau, muscles. Donc, c'est pour vous dire à quel point les PFAS se retrouvent beaucoup dans l'environnement, mais aussi beaucoup dans le corps humain et dans quasiment tous les organes. Alors, chez l'homme, avec ses propriétés de répartition, mais on sait que on a des capacités de stockage. Il a été mesuré la demi-vie chez l'homme de ces différents, de quelques PFAS, et on voit que c'est très, très variable d'un PFAS à un autre. La demi-vie peut aller jusqu'à 35 ans pour le PFHXS, donc c'est la demi-vie, donc c'est le temps qu'il faut pour éliminer la moitié de ces molécules dans le corps humain. On n'a pas éliminé la totalité au bout de 35 ans, mais que la moitié. Et si on veut éliminer la moitié de cette moitié, il faut encore 35 ans et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que pendant toute notre durée de vie, on stocke de ces molécules. Donc, vous voyez que c'est assez variable d'une molécule à une autre. Et avec ces capacités de stockage, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer l'homme comme beaucoup de mammifères, comme des
des sources d'émissions de PFAS, peut-être pas primaires, non, secondaires, je ne sais pas, mais peut-être tertiaires, peut-être. Mais voilà, après, c'est comme on élimine petit à petit, on les élimine par les fesses, l'urine, la transpiration et aussi par l'air expiré, il ne faut pas le négliger. Eh bien, on émet des PFAS dans l'environnement. Et avec cette capacité de stockage, eh bien, on comprend bien que ces molécules ben, enfin, peuvent exprimer d'autant plus leur toxicité que s'ils restent longtemps dans le corps humain. Un autre paramètre qu'il faut prendre en compte aussi à côté de ces capacités de stockage, c'est voir s'il y a des transferts de ces PFAS, notamment de la mère vers l'enfant. Donc, soit par des transferts materno-fétaux, d'accord? Donc, si on mesure la concentration de certains PFAS dans le sang maternel et dans le sang de cordon, on voit qu'il y a une corrélation quand même assez forte hein, de la présence de ces perfluorés chez la mère et dans le sang de cordon. Ça veut dire qu'il y a un transfert. On sait que le placenta, c'est pas un filtre, hein, c'est un filtre très, très, très mauvais et ça laisse passer beaucoup de choses vers le fœtus. Ce transfert est plus efficace pour les PFAS à chaîne courte. On parlait aussi tout à l'heure des caractéristiques différentes de ces chaînes courtes. Mais on voit que c'est important aussi pour le transfert d'un compartiment organique à un autre, de l'organisme à un autre. Et il a été mesuré du PFOS dans le liquide amniotique hein, de l'ordre du nanogramme par ml, ce qui est une dose non négligeable. Donc ça, ce sont des sources hein, d'organismes qui font référence, hein, notamment aux États-Unis, la TSDR. On a vu aussi, on a mesuré aussi des transferts de la mère vers le nourrisson via le lait maternel. Alors, voilà, si on compare, alors où est-ce que ma flèche? Ouais, si on compare la concentration dans le sérum maternel et dans le lait maternel qui est ici, donc il faut regarder les petits rectangles bleus là. Donc, on a vu hein, qu'il y a un transfert très efficace du sérum maternel vers le sang de cordon. Mais si on regarde le lait maternel, on voit que les valeurs sont beaucoup plus faibles par rapport aux concentrations du sérum maternel, ce qui fait qu'il y a un faible transfert. Le transfert est beaucoup moins efficace du plasma maternel vers le lait maternel. Donc, ce qui fait que l'exposition du nourrisson est quand même bien inférieure par rapport à le transfert materno-fœtal. Donc, c'est aussi hein, enfin, une manière aussi d'évaluer la toxicité, notamment la toxicité, ce qu'on appelle la toxicité développementale, c'est-à-dire pendant que l'on est en gestation, pendant que l'organisme est en gestation, en formation, en développement. Donc, on sait hein, qu'il y a beaucoup de maladies adultes dont l'origine vient d'une exposition fœtale pendant la gestation, ce qui met une pression supplémentaire sur la femme enceinte, comme elle n'a pas forcément besoin de ça, mais c'est une réalité malheureusement. Alors maintenant, on sait qu'on est exposé, on sait qu'on est contaminé, on sait que le corps humain est fortement contaminé, hein, si on regarde vraiment par rapport aux concentrations de l'environnement. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une toxicité qui s'exprime de ces molécules? Si on reste sur l'homme, donc l'homme, je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est pas un animal de laboratoire. Donc tout ce qu'on peut faire, ce sont des études épidémiologiques, pardon. C'est-à-dire on essaie de mettre des corrélations entre exposition et certains symptômes. Donc là, c'est une étude qui a été menée par Rémi Slamac, donc qui est en France. Donc c'est une méta-analyse, donc c'est vraiment en épluchant la bibliographie. Et donc ils ont essayé de voir s'il y avait un lien entre une exposition pré- et postnatale, donc avant et après, juste après la naissance, aux polluants, pas que les PFAS, mais plusieurs polluants, et la santé des enfants. Et donc, ils ont, si on regarde, hein, si on regarde les liens entre exposition PFAS et certaines pathologies, ouais, eh bien, on peut voir qu'il y a un lien assez fort et de manière dose dépendante entre des perfluorés et le poids à la naissance, un faible poids à la naissance, une augmentation du spectre autistique, une augmentation du déficit de l'attention et aussi une augmentation d'avortement.
Donc ça, ce sont des études pardon, épidémiologiques, hein. C'est un papier assez récent de l'année dernière. Une autre étude, cette fois-ci, c'est une étude norvégienne où ils ont suivi une cohorte d'adolescents pour voir s'il y avait un lien entre une exposition au PFAS et la santé des adolescents. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Eh bien, ils voient des liens entre une exposition, c'est-à-dire ils ont mesuré cette exposition en quantifiant les PFAS dans le sérum de ces adolescents et un cholestérol élevé. Et ils ont aussi identifié des liens entre exposition PFAS et un risque d'hypertension et un risque d'obésité. Donc là, on touche des maladies métaboliques. Et hypertension, on est plutôt du côté du système cardiovasculaire. Je reviendrai tout à l'heure en fin de présentation. Euh, les PFAS, pas certains, sont classés cancérogènes, donc notamment par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Et le PFOA est classé cancérogène de groupe 1, donc il est un cancérogène avéré, et notamment pour le cancer des testicules et le cancer du rein. Le PFOS aussi a été classé par le CIRC, mais comme un possible cancérogène pour l'homme. Il manque encore certaines données, si des fois il y en avait besoin, pour le classer comme cancérogène avéré. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres PFAS qui ont eu un classement par le CIRC sur les propriétés cancérogènes. Alors, il y a à côté de ces organismes réglementaires, donc il y a quand même pas mal de bibliographies scientifiques qui, voilà, qui montrent un lien, ou tout du moins un lien entre exposition PFAS et une augmentation du risque d'autres cancers, notamment un cancer de la thyroïde, cancer du foie, donc qui est fortement exposé, des leucémies, cancer du sein. Cancer du rein, c'est déjà admis. Cancer colorectal, mélanome, cancer des testicules, c'est admis aussi. Cancer de la prostate et aussi donc les leucémies qui touchent aussi les enfants. D'autres, si on regarde la littérature scientifique, hein, pas forcément réglementaire, eh bien, on suspecte aussi les PFAS sur d'autres pathologies. Donc là, ici, on vous a montré en fonction de chez l'homme ou chez la femme les différentes pathologies qui pourraient être associées à des PFAS. J'en ai déjà évoqué quelques-unes, mais voilà, on peut aussi s'interroger. On s'interroge beaucoup sur les PFAS et la réponse à certains vaccins chez les petits. L'obésité, je l'ai vu aussi, l'apparition de la puberté. Certains paramètres spermatiques. Donc là, on est en train de voir justement avec mon collègue hospitalier, on va mesurer les PFAS dans le sperme, mais aussi on va essayer de voir s'il y a une corrélation entre la présence de ces PFAS et certains paramètres spermatiques, notamment la concentration, la vitalité, la vitesse de développement. On sait hein, que la qualité spermatique décroît régulièrement depuis une quarantaine d'années chez les hommes. Donc, il y a probablement des facteurs environnementaux. Et nous, on se pose la question de savoir si les PFAS peuvent être un de ces facteurs qui expliquent cette diminution de la fertilité et de la qualité gamétique chez l'homme. Dernière étude que je voulais vous présenter, c'est jusqu'à maintenant qui n'avait pas été montrée. C'est une étude suite de la toxicologie, c'est aussi une science des catastrophes. Hein, et donc là, c'est une étude qui a été faite en Italie, au nord-ouest de l'Italie, où ils ont fait une analyse de mortalité suite à une pollution qui a été mesurée en 2013. Attention, mesurée en 2013, je n'ai peut-être pas été assez précis, dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines et eaux de boisson, sur une région donc d'Italie, nord-ouest de l'Italie, sur 30 municipalités, pardon, et ce qui concernait 125 000 personnes. Donc, ils ont mesuré à la fois dans l'eau de boisson, ici, les différents perfluorés. Et là, c'était sur une autre étude, mais sur la même cohorte. Ils ont mesuré la concentration plasmatique donc dans le sang de certains perfluorés.
Et lorsque l'on regarde les valeurs maximum, on atteint des valeurs vraiment très, très importantes, hein, 1400 nanogrammes par millilitre de comment ici on est là, de PFOA. C'est énorme. Ce sont des valeurs très, très, très importantes. Qu'est-ce qu'ils ont vu suite à ces études? Bah, ils ont vu une surmortalité dans cette région. Donc, ils ont observé plus de 51 000 décès, alors que attendu, on était plutôt en dessous de 48 000. Et ils ont remarqué que cette surmortalité, pardon, faisait suite à des accidents cardiovasculaires. Donc, c'est la première étude qui montre un lien chez l'homme entre exposition perfluorée et des maladies cardiovasculaires. Et ils ont vu aussi une surmortalité par cancer testiculaire et du rein, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà vis-à-vis du PFOA. PFOA, hein, c'est celui qu'on retrouve le plus dans les analyses sanguines. Donc voilà, un peu un survol un peu rapide des effets sur la santé humaine, hein. Donc, je ne parle pas des animaux, je ne parle pas des animaux qu'on mange. On a très peu de visibilité sur ces animaux-là, hein. Comment ils sont imprégnés, à quelle concentration, c'est assez peu visible. On sait que dans le miel, il y en a, et on sait, bon, mais à part ça, les informations sont assez parcellaires. Donc vraiment, nous, en tant que scientifiques, on ne se contente pas de l'homme, hein, heureusement, parce que l'homme, ce n'est pas un animal de laboratoire. On ne peut pas lui injecter des doses massives de perfluoré, puis voir ce que ça donne. Donc, on utilise des modèles animaux. Ça nous permet de faire des évaluations molécule par molécule. Enfin bon, on a quand même pas mal de boulot, hein, si on considère qu'il y a 12 000 molécules PFAS différents. S'il faut faire 12 000 études toxicologiques, c'est très long, c'est très coûteux. Donc, on ne pourra pas, enfin, ça sera très compliqué. Et on parle de molécule par molécule. Mais on sait qu'on est exposé à un mélange. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas vous apprendre. Donc, aussi, quels sont les effets des mélanges? Ce ne sont pas forcément les mêmes que les molécules individuelles. Les PFAS ont une particularité telle, je pense que vous l'avez vu, hein, on l'a vu dans l'environnement, selon leur nature, ils se comportent différemment dans l'environnement. Eh bien, dans le corps humain, c'est un peu pareil, hein, ils se diffusent différemment, ils expriment des toxicités complètement différentes. Et là, on parlait de la demi-vie tout à l'heure, hein, si on regarde les modèles animaux, si on veut utiliser, si on compare les demi-vies entre les animaux modèles que l'on utilise, déjà entre animaux modèles, hein, rats, souris, on croit, hein, que ce sont des animaux qui sont très très proches biologiques, mais non, en fait, ils sont d'un point de vue phylogénétique, les rats et les souris sont aussi éloignés que nous et la souris ou le rat. Donc, ils ont la même forme, mais d'un point de vue phylogénétique, ils sont très différents. Et ils présentent aussi des caractéristiques toxicologiques et toxicocinétiques, et notamment de demi-vie différentes. Et différentes aussi par rapport à l'homme. Donc, après, la difficulté, c'est ce que l'on va identifier comme effet toxique chez l'animal, comment on le transpose à l'homme. Donc voilà, donc c'est pour vous faire toucher du doigt un peu les difficultés que peut présenter ces molécules, hein, hormis le fait qu'on en trouve partout dans l'environnement. Donc ça rajoute encore plus une problématique vis-à-vis de ces molécules. Voilà, je vous remercie de votre attention.